Hop. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Marine. Marine, bienvenue dans le show. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Merci à toi de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Marine Bléau. Je suis artiste autodidacte et graphiste de formation et historienne d'art aussi de formation. Et voilà, je réalise des collages, des dessins et des vidéos depuis plusieurs années. Voilà. Ok. Est-ce que c'est à partir de quand en fait que tu as découvert l'univers NFT? Ça fait en fait, peu de temps, ça fait depuis, novembre 2021. Alors après peu de temps, c'est subjectif parce que c'est vrai qu'en l'espace de 6 mois, il s'est passé tellement de changements dans l'univers des NFT que du coup, ça va en fait très, très vite. Donc ça peut sembler un temps assez long et je l'ai découvert grâce à, peut-être que tu la connais, grâce à Jessica Swady, qui est la directrice de la boîte de Art From Future qui met en valeur en fait, des artistes, des NFT. Entre autres, hein, bien sûr, c'est une boîte, qui fait énormément de choses et, et en fait, on s'était rencontrés par Instagram et elle avait vu les différents collages de papier que je réalisais et elle m'a parlé, voilà, effectivement, du potentiel que ça pouvait avoir dans les NFT. D'accord. Et Ok. on va dire que c'était une très belle découverte et c'est vrai que sans elle, je suis pas sûre que que j'aurais été allée très loin dans les NFT vu que je venais plutôt d'un univers très traditionnel en termes d'art et que c'était plutôt l'univers des NFT était très, très intimidant pour une personne comme moi. Ok. Et d'ailleurs, en fait, lorsque tu as discuté avec, donc tu peux juste me redire, c'est Jessica Swady. Jessica, oui, Jessica Swahidi. Quand tu as discuté avec elle, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est dégagé? Qu'est-ce que tu as compris en fait? Parce que là, tu dis qu'en fait que sans elle, enfin, étant donné ton background du milieu traditionnel, en fait, enfin, il y a sûrement en fait un grand écart qui est difficile à passer. Et avec son aide, qu'est-ce qui est devenu évident pour toi? Ce qui est devenu évident, c'est la simplicité, en fait, au final, du système pour les artistes. Le fait qu'on puisse être capable de s'intéresser aux NFT sans forcément être à la pointe, sans forcément être une pointe en technologie, sans forcément être ce qu'on appelle communément un geek, etc. Donc déjà, ça décoinçait pas mal de choses en fait de mon côté. Et puis il y avait toujours effectivement cette espèce de faux débat en fait qui est assez récurrent dans le milieu artistique traditionnel sur la valeur artistique d'un NFT. Pourquoi regarder des NFT sur écran? Il y avait des gens, ça les bloque énormément. C'est vrai que une bonne partie de mon public est très attaché en fait à la valeur, ce qu'on appelle matérielle en fait d'une œuvre d'art, donc sur papier, sur toile, etc. Et avait beaucoup de mal à voir la valeur d'un NFT, et moi notamment. Et en fait, je pense que c'est en achetant mon tout premier NFT que j'ai vraiment compris l'importance que ça pouvait avoir et le potentiel que ça avait. C'est quand on commence réellement à posséder sa petite collection de NFT qu'on voit avec l'expérience visuelle qu'un NFT peut nous apporter, qu'on voit le côté génial en fait que ça a, le côté vraiment révolutionnaire du truc. Et ensuite, par la suite, ce qui m'avait aussi vraiment fait tilter, c'était les royalties. Enfin, je pense que tous les artistes que tu as dû rencontrer, ils se disent, oh là là, les royalties, on y va, quoi. Parce que là, parler de royalties dans le milieu de l'art traditionnel, c'est différent, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux justement en fait parler des royalties? Alors, en fait, les royalties, c'est-à-dire que, bon, là, je parle avec mes propres mots, c'est-à-dire que je ne suis toujours pas une pointe de la technologie, mais allons-y. Quand je mint, en fait, mes NFT, quand j'ai minté mes premiers NFT, par exemple, sur Tezos, sur la blockchain de Tezos avec, c'était Iketnunk à ce moment-là. Maintenant, c'est Theia. J'applique toujours, en fait, un pourcentage de royalties. C'est entre 10 et 25% grand maximum. Et par exemple, j'ai eu une édition de collage en fait qui a été totalement vendue. En quelques jours, en fait, tout a été vendu. C'était le prix de base, c'était 1,5 Tezos, si je me souviens bien. Et 3-4 de mes acheteurs, en fait, l'ont déjà remis en vente. Bon, ils l'ont pas encore vendu, mais ils l'ont déjà remis en vente aux alentours de 450 Tezos.
Donc ça, je sais que si j'ai un pourcentage de royalties dessus, ça va être pour moi assez énorme. Ce qu'il faut qu'on excusez-moi, ce qu'il faut comprendre que, je fais partie des nombreux artistes, qui, n'ont pas forcément encore énormément de revenus par rapport à leur œuvre d'art et que du coup, le système des NFT et notamment des royalties, ça peut s'avérer être une solution, pas négligeable quand même. Donc voilà. C'est sûr. Et donc, en fait, les royalties, ça intervient en fait sur le marché secondaire, c'est pas sur les ventes initiales. Donc, ce que tu disais, en fait, la vente initiale, c'est lorsque tu mintes et qu'il y a un premier acheteur, en fait, qui fait l'acquisition du NFT. Les royalties, en fait, c'est sur les ventes secondaires. Et justement, en fait, ce nouveau flux de revenus qui découle, en fait, des royalties, comment toi, tu le perçois et comment ça impacte sur ton travail? Hem, Comment est-ce que je le perçois? C'est-à-dire le revenu émotionnellement, tu veux dire, lorsque je fais Oui, je les veux dire, ventes? est-ce que en gros, est-ce que ça te soulage du côté où en fait toi tu es vraiment focus sur ton côté artistique, parce que finalement en fait tu bénéficies de tout ce que tu as fait dans le passé et tu n'as plus forcément besoin de toujours te mettre une pression énorme à dire ah bah, si je produis rien aujourd'hui, potentiellement en fait il n'y a rien qui va arriver. Donc comment en fait cette notion de royalties en fait elle impacte ton quotidien? Bah, oui, effectivement, c'est un très grand soulagement. Alors après, je suis pas non plus 100 pour, le soulagement totalitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est très intéressant dans la vie d'un artiste de passer par la période, où on est très soucieux de gagner de l'argent parce que gagner de l'argent fait aussi étonnamment, gagner de l'argent, ça fait aussi partie du processus artistique, en fait. Même si c'est pas la priorité, bien entendu, dans la en termes de recherche esthétique et cetera et on va dire que oui et quand j'ai commencé à percevoir mes premiers revenus, c'était non seulement une sorte de soulagement, on va dire émotionnel en termes de revenus, et enfin voilà, en termes de revenus monétaires, mais aussi en termes de respect de mon propre travail. Ça veut dire que, c'est difficile pour un artiste réellement de se sentir comme existant et ayant un véritable impact quand tout le monde lui dit, quand tout le monde lui dit: «On adore tes travaux, c'est magnifique» et cetera. Alors oui, il y a un impact émotionnel, mais avoir une existence financière pour un artiste, c'est très important. C'est pas forcément important en termes de survie, c'est aussi important en termes de respect de sa propre activité, je pense. D'accord. En fait, moi, c'est ma compréhension. Ce que tu viens de dire, enfin, en tous les cas, comment je l'ai interprété, c'est que avoir une corrélation entre le travail que tu fais et puis une monétisation, en fait, ça donne un sorte de statut au travail que tu fais. Tout à fait. Ça fait fonctionner l'entreprise de l'artiste, en fait. Ça n'a rien à voir effectivement avec la recherche purement esthétique qui est le cœur de son travail, mais si l'esthétique, si la beauté esthétique doit exister, il faut qu'il y ait un système derrière qui puisse le soutenir. Donc voilà. Ok, parfait. Donc, du coup, ça, c'est novembre 2021. Novembre 2021, donc elle te contacte. Là, tu découvres le potentiel. Tu vois que c'est simple, que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Tu découvres la notion de royalties et là, tu te dis, nickel, ben, je vais tester. Donc, quand tu testes, si j'ai bien compris, d'abord, tu collectionnes avant de créer ton premier NFT. Alors, oui, j'avais collectionné quelques NFT effectivement. Alors c'est vrai que, moi personnellement, en fait, j'aime énormément la photographie, notamment aussi la photographie documentaire. J'aime aussi énormément l'art génératif. Donc en fait, j'ai pu commencer à collectionner, pas mal de travaux d'art génératif, mais aussi quelques photographes, et notamment des photographes reporters. Il y en a un, je vais pas réussir à me souvenir du nom, mais il y en a un qui est en Iran, qui a fait des photographies absolument magnifiques. Donc je dis ça pour dire que le milieu des NFT, ça ne se concentre pas sur un seul type d'esthétique, en fait, et une seule forme d'art. Il y a aussi, d'autres formes de contenu, notamment journalistiques, qui pourraient être très intéressants dans ce milieu. Donc voilà, j'avais commencé à collectionner certains NFT, mais j'avais surtout commencé à minter, en fait, un maximum de choses parce qu'il y a eu quand j'avais découvert les NFT, il y a eu tout un essor, on va dire motivant en termes de création. Donc je me suis mise à créer, en fait, énormément de collages, très centrés autour du bleu, avec des effets un peu,
presque comme les cyanotypes en photo. Et j'avais réalisé en fait pas mal de collages à partir de photographies du domaine public et de peintures aussi. Et au fur et à mesure, j'avais rencontré, avant de me mettre au NFT, j'avais rencontré aussi Annelise Stern, qui est la directrice de Art Girls Gallery. Et il y a à peu près la même période, en fait, si je me souviens bien, elle avait décidé, elle aussi, de centrer sa galerie essentiellement dans l'art des NFT. Et elle avait souhaité, en fait, créer un événement qui s'appelle Méduse Hack et qui s'est déroulé au mois de mai. Et ça s'est fait avec, ça s'est fait avec la projection de mes NFT, centré autour du personnage de Méduse dans une relecture féministe. Et c'était une collaboration donc entre moi, l'artiste performeuse Seiko, qui a fait une performance pendant l'événement, et la galerie de Annelise. Voilà. D'accord. Ça, c'est quelle période? C'était au mois de mai. Et là, en fait, le but de cet événement, c'était aussi de mettre les NFT. Comment faire afficher les NFT dans le monde réel? Parce qu'elle s'était posé la question qui était très intéressante, enfin, c'était une question que je m'étais posée aussi, moi, de mon côté. Quand les galeries, en fait, souhaitaient exposer des NFT, on voyait essentiellement des écrans qui étaient uniquement à disposition. Alors qu'on pouvait justement faire quelque chose de beaucoup plus créatif et de beaucoup plus sympa que ça, parce que quand on projette, par exemple, lors de l'événement, les NFT étaient projetés en fait sur un écran, donc on voyait mes vidéos, parce que je fais aussi du collage vidéo, mes vidéos en fait projetées en mode cinéma, avec la performance au milieu, et cette performance c'était dans une piscine. Ok, Et ce qui était d'accord. très intéressant à voir, c'est que les NFT projetés avaient aussi un effet de projection dans l'eau. Donc en fait, ça veut dire que le NFT, il y avait le NFT d'un côté, mais il y a aussi ce que le NFT devient lorsqu'il est projeté dans le monde réel, lors d'un événement dans un temps limité. Donc ça, c'est aussi un autre potentiel en fait du NFT, c'est-à-dire comment dans l'esthétique en fait est-ce qu'on les remet en fait dans le monde réel. Et ça fait partie de mes projets artistiques de mon côté. Ok, nickel. Je sais pas si Donc ça. là, tu es passé de novembre à mai. Est-ce que tu peux détailler ce qui s'est passé entre novembre et mai? Donc Bah, entre... j'ai continué à développer un peu ma communauté, en travaillant sur, Twitter aussi notamment parce qu'en plus de la découverte des NFT, bah, j'ai aussi découvert Twitter. Avant, j'étais pas du tout sur Twitter, donc du coup, il a fallu apprendre les codes. Il a fallu apprendre, la stratégie des hashtags, enfin le tous les éléments un peu, qui peuvent sembler basiques, mais qui n'étaient pas du tout pour moi parce que faut aussi je pense que c'est aussi important de dire que la manière dont on parle d'art, la manière dont on parle de son art n'est pas du tout la même, dans le monde de l'art traditionnel que dans le monde des NFT. Où les gens sont beaucoup plus directs, les gens n'ont pas forcément peur de parler d'argent, et cetera. Et où on peut être libre en fait de partager, notre propre travail en fait, on va dire sans avoir peur d'être trop dans le show off peut-être parfois. D'accord. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que sur Twitter, finalement, tu as plus de facilité à être toi-même, plus ou moins, ou en tous les cas, de partager sans vraiment te poser de la question, est-ce que je dois partager cette chose? Oui, et je suis pas la seule en fait à réfléchir comme ça parce que, alors c'est en train de changer, hein, mais pendant l'année 2020, pendant le début de l'année 2022, il y avait parfois pas mal de réticences en fait du côté de pas mal de communautés artistiques sur Instagram qui n'étaient pas forcément très bons réceptifs, au sujet des NFT. Alors que Twitter était beaucoup plus open parce que toute la communauté NFT était vraiment beaucoup plus présente, là-dessus. Et c'est vrai que par la force des choses, je me suis mise à essentiellement parler de NFT et je le fais encore aujourd'hui. Je parle essentiellement de NFT sur Twitter, mais très peu sur Instagram. Je partage juste les collages avec un lien vers le NFT, mais après, je n'argumente pas forcément dessus. Mais ça s'est fait en fait petit à petit, ça s'est fait parce que les cibles ne sont pas les mêmes selon les réseaux sociaux. D'accord. Pardon, excusez-moi. Non, pas de souci, pas de souci. Et tu peux me tutoyer, hein. Enfin, je ne sais Non, pas si tu dis j'ai excusez-moi pour moi ou si je c'est vous pour le... vois naturellement, t'inquiète pas. Pas de souci, donc on peut se... Enfin, en tous les cas, moi je suis tutoie, Oui, donc oui, tu peux t'inquiète. me tutoyer. Et du coup, sur, entre Twitter et Instagram, donc sur Insta, effectivement, en fait, c'est beaucoup plus visuel, en fait, donc ton feed Insta. C'est beaucoup, en fait,
enfin, tes travaux quand tu dessines, tu te montres un peu ce que tu fais, enfin, je sais pas si ta routine du samedi soir est toujours présente, mais tu montres par exemple ce type de choses, tu montres aussi ce que tu es en train de dessiner. Et dans la partie texte du post, euh, tu mets quelques mots en fait qui reflètent peut-être ton état d'esprit ou en tous les cas ce que tu es en train de faire. Et du coup, lorsque tu mets un lien qui renvoie vers le NFT, comment tu fais le lien entre je vous prends d'Instagram, je vous emmène en fait sur potentiellement une marketplace et entre le delta du je ne sais pas si vous savez ce que c'est les NFT et je vous envoie vers le monde NFT. Comment tu gères cette chose-là? Bah, de mon côté, en fait, déjà, c'est un lien beaucoup plus direct. Je veux dire, une marketplace, ça sert pas forcément que à vendre, ça sert aussi à exposer. Donc en fait, même les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, en fait, au NFT, ils ont aussi le droit d'aller voir, par exemple, la vidéo, que j'ai réalisée sur la marketplace. Même si je sais très bien qu'ils ne l'achèteront pas. S'il y en a qui sont à fond sur les NFT et qui sont sur Instagram et qui veulent acheter, bah, il y a pas de problème. Au moins, le lien sera direct. Il y a pas besoin de passer par YouTube ou de passer par mon site internet ou de multiplier en fait les canaux ou les liens en fait. Ça permet d'être le lien vers la marketplace est beaucoup plus direct quand on parle de NFT. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, mais justement, en fait, moi, ce que j'essaye de déterminer, c'est le lien est direct, mais pour autant, en fait, tu envoies. Donc, quand tu mets le lien sur Twitter, en fait, la population, enfin, le monde NFT, en gros, il vit sur Twitter et Discord. Donc, quand tu le mets là, en fait, c'est ciblé. Donc, c'est-à-dire que en fait, les personnes qui vont aller, ils savent de quoi on parle. En fait, ils vont en voir le visuel, mais ils savent derrière qu'est-ce que. Enfin, en gros, c'est quoi un wallet, plus ou moins, c'est quoi Tezos, etc. C'est Donc là, ça. c'est ciblé. Quand tu fais la même chose sur Instagram, finalement, enfin, de ma perspective, en fait, il manque des éléments. Comme si, en fait, le puzzle, en fait, il n'est pas complet pour, en fait, donner toutes les billes, en fait, aux personnes qui te suivent sur Instagram pour non seulement, en fait, bénéficier, en fait, du visuel et potentiellement, en fait, de pouvoir te collectionner, en fait, sur la marketplace. En fait, il y a plusieurs éléments. C'est parce que déjà d'une, en fait, personnellement, je suis pas 100% dans une position pour argumenter en faveur, en fait, forcément des NFT parce que c'est très important que les gens aillent voir par eux-mêmes. Je peux très bien transmettre mon expérience de ce que je fais avec les NFT, mais euh, je pense qu'il y a des gens justement qui sont là pour mieux expliquer en fait que moi, qui sont même payés pour ça. Donc, je pense que c'est mieux de faire ça. Et après, euh, oui, parfois, il peut manquer certains éléments en fait sur Instagram et le but, c'est peut-être pas forcément de tout afficher d'un coup. L'avantage en fait du lien direct vers la marketplace, en fait, c'est que non seulement les gens ont accès en fait au visuel. Alors c'est pas juste un visuel, c'est aussi toute une vidéo. Parfois sur Instagram, je peux pas charger la vidéo entière. Twitter, c'est pareil. Donc du coup, au moins sur la marketplace, c'est peut-être ciblé au moins pour les personnes qui font du NFT, mais en tout cas pour les personnes qui ne font pas de NFT, bah, au moins ils auront accès à la vidéo complète et à la description. Et peut-être aussi en même temps, ben, voir à quoi ça ressemble, etc. S'ils veulent par exemple acheter l'élément, enfin acheter le NFT, au moins ils peuvent directement me contacter pour savoir en fait comment est-ce qu'on fait, etc. Je suis pas forcément dans la conversion, dans l'essai de convertir en fait les gens à se mettre à acheter des NFT parce que je sais très bien qu'il y en a, ça ne fonctionnera jamais, malheureusement. Mais pas tout le monde, hein, bien entendu, mais je pense qu'il y a une. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont mon âge en fait et qui ne seront jamais à 100% dans la NFT et qui en vivront très bien. Et c'est pour ça qu'aussi, alors certes, je vends des NFT et je continuerai à le faire toute ma vie parce que les NFT m'ont permis déjà de me mettre à la vidéo parce que dans le marché de l'art traditionnel, pour vendre, en fait, pour pouvoir en vivre et faire de la vidéo en même temps, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, je tiens aussi beaucoup en fait au caractère sans limite en fait de l'art, que ce soit aussi bien matériel que virtuel. Donc c'est pour ça qu'aussi, bah, je fais de l'art physique, donc les dessins, tout ça, etc. Je sais que ça concernera plutôt une cible en fait de gens qui préfèrent acheter de l'œuvre d'art en fait sur papier, par exemple. D'accord, ok. Euh,
Je vais te poser des questions sur la communauté. Donc là, je vais juste profiter en fait de ce que tu viens de dire sur tes œuvres physiques. Est-ce que tu as des œuvres NFT que tu associes en fait, tu as par exemple un détenteur en fait d'un token NFT, tu lui donnes en fait le droit en fait d'avoir enfin, la pièce physique. Est-ce qu'il y Euh, a Pas encore, mais c'est prévu, en D'accord, fait. ok, Voilà. très bien. Parce que Tu en fait, le rendu, qu'en fait, les dessins que je réalise, en fait, ce sont des dessins qui prennent beaucoup de temps. Ce sont des dessins de construction de paysages cellulaires. Donc, ça veut dire que le motif est extrêmement petit. Et en fait, le but, c'est aussi de la regarder en fait uniquement sur papier. Et le problème, c'est que j'ai essayé en les scannant de la meilleure façon, justement, j'ai essayé de voir en fait à quoi ça pouvait ressembler sur un écran, mais même aussi projeté. Le rendu n'est pas le même. Donc, il faut que ça ait du sens en fait de mon côté, euh, et que du coup, il faut surtout que pardon. Il faut que ça ait du sens de mon côté. Il faut que l'apparence en fait visuelle le rendu en fait sur papier puisse avoir peut-être le même effet ou un effet spécifique sur le NFT. Je sais pas si je suis claire en fait avec ce que Oui, je tu es dis. très clair, hein. Ne t'inquiète pas, tes réponses sont très Parce claires, qu'il hein. faut partir dans plein de choses en fait. Pas de souci. Bah, n'hésite pas en fait à détailler autant que tu veux. En fait, l'idée c'est vraiment Ouais, ça. Moi, j'essaye en fait ok. d'avoir un sort de fil rouge. Et après, tant que tu veux D'accord. détailler, enfin, en tous les cas, je te laisse détailler quoi. L'aspect communauté. Donc du coup, Twitter, Instagram. Donc, tu alimentes différemment. Instagram, c'est vachement visuel. Sur Twitter, j'imagine que tu mets des visuels, mais peut-être que tu engages différemment. Est-ce que tu animes des Twitter Space? Est-ce que tu es invité dans des Twitter Space? Alors les Twitter Space, j'en ai pas encore animé une, mais par contre, j'ai participé à pas mal de Twitter Space. J'ai eu l'honneur d'être invitée au NFT Morning plusieurs fois sur les femmes et les entrepreneuses et les femmes artistes dans le milieu du Web 3. Et c'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis en fait de rencontrer énormément de gens et on va dire, c'est pas que ça casse la glace parce qu'il n'y a pas de glace en fait, mais ça facilite énormément en fait les rencontres et les discussions. J'avais participé à d'autres Twitter Space notamment, et pas que sur la dimension Web3 NFT, mais aussi sur les aspects, les phases un peu difficiles pour des artistes, comment est-ce qu'on s'en sort émotionnellement quand on sent qu'on va pas y arriver, comment est-ce qu'on organise son rythme de création avec quand on est une femme, par exemple, d'autres sujets qui concernent pas directement le Web3, mais qui sont tout aussi importants parce que dans artiste NFT, bah, tu as artiste en fait, et que du coup, certaines problématiques sont les mêmes dans le Web3 ou ailleurs. D'accord. Voilà, donc ça a beaucoup augmenté en fait aussi le fait de participer à des Twitter Space, mais aussi d'avoir rencontré pas mal de gens. Alors, je vais reparler par exemple de Jessica. Là, il s'est passé un truc de fou en fait cette année, c'est-à-dire qu'avec Art from Future, euh, elle a pu organiser, enfin, ça a été une grosse collaboration avec 12 artistes sur l'exposition qui s'appelle Meta Dreams. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette expo. Non. C'était l'expo Meta Dreams, en fait, ça parlait. Donc, Meta après, Dreams après le rêve. 12 artistes NFT ont proposé en fait une œuvre en relation avec leur propre interprétation sur le rêve et sur le Web 3. Et du coup, moi, j'avais sorti une vidéo qui était un peu plus longue que celle que j'avais fait jusqu'alors, qui s'appelait Vision suave et cauchemar incohérent. Ce titre, c'était à partir en fait d'une archive cinématographique. Euh, bon, c'était un vieux film muet que j'avais trouvé dans des archives, notamment les archives Prelinger. J'ai repris ce titre-là parce qu'il ça représentait très très bien en fait ce que je pensais de ce qu'on appelait le rêve dans le milieu du Web 3. Et ce que j'ai souhaité en fait mettre tout simplement dans cette vidéo, c'était pas une critique, mais c'était un peu une remise en question du caractère très euphorique et utopique qu'on peut retrouver dans le Web 3 pour les artistes, parce que
dans le milieu des NFT, on nous fait miroiter énormément de choses, hein, aussi, du côté, pour les artistes notamment qui ont juste envie qui ont pas forcément envie de gagner des milliards, hein, mais qui ont envie de tout simplement vivre décemment de leur art. Et que parfois on oublie de parler de certaines difficultés, on oublie qu'il peut y avoir aussi des erreurs de fait, on oublie qu'il peut y avoir pas mal de problèmes rencontrés. Et du coup, cette vidéo-là était un peu faite pour légèrement remettre en question euh, sans forcément comment dire, critiquer en fait la dimension très utopique du Web3. Et du coup, cette exposition-là, MetaDreams, ça s'est déroulé du 17 juin jusqu'au 1er juillet. Et il y avait une autre artiste qui s'appelle Megan Laurent, qui est photographe et qui fait aussi des peintures, enfin qui réalise des compositions digitales à partir de photographies. Et elle et moi, on est celles qui avons le plus vendu, il me semble, de NFT pendant cette exposition. D'accord. Donc, c'est MetaDreams, en fait, c'est une exposition que Jessica Swahidi, donc de Mm. Art for Future, en fait, Ouais, a Art for Future. organisée, donc du 17 juin au 1er juillet. Et donc, dans cette expo, toi, tu as présenté Vision Suave et Vision Incohérente. Vision suave et cauchemar Non, incohérent, ouais. pardon, et Cauchemar Incohérent, C'est pardon. pas Ouais. grave, t'inquiète. Et donc, du coup, là, je suis sur le site, j'essaie de l'afficher. En fait, c'est une vidéo de 4 minutes 30. Ouais. Attends, je vais essayer de l'afficher. Est-ce que tu as d'autres choses à dire dessus? Ça, je vais l'afficher Non, je vais rien en dire ligne. de plus. Je vais laisser les gens si tu veux. Je savais pas qu'on avait prévu Non, 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 en fait, là, c'est une proposition. Après, Oh bah, je avec peux grand le mettre, plaisir. enfin, je peux Mais mettre le lien dans les descriptions, en fait. Donc, tu sais, dans les descriptions YouTube, ouais, ouais, quand ouais, ce très bien. sera post créé. Mais, ok. Ok, donc, du coup, c'est un travail que tu avais déjà prévu de faire. Est-ce que en gros, c'est un travail que tu as fait spécifiquement pour MetaDreams? Est-ce que en gros, donc je vais reposer ma question parce que je pense qu'elle n'était pas claire. Est-ce que Jessica en fait elle t'a contacté, t'a dit voilà en fait j'ai envie de t'avoir en fait pour mon expo MetaDream, elle t'a donné plus ou moins une sorte de cahier des charges et toi derrière par rapport à ce cahier des charges, tu as construit Vision Suave et Cauchemar Incohérent, ou est-ce que tu avais déjà cette pièce que tu avais créée et en fait elle s'est dit ah ok ben ça me parle, j'ai envie de l'intégrer en fait dans l'expo. En fait, non, la vidéo, techniquement, la vidéo avait été réalisée pour l'expo de MetaDreams. Mais j'avais déjà quelques morceaux de surimpression de plan, en fait, qui étaient déjà gardés pour un autre projet, qui ne menaient pas forcément à grand-chose. Donc, du coup, j'ai préféré les réutiliser pour cette exposition-là. Et en fait, toute la construction de l'exposition, c'est pas juste Jessica en fait qui l'a menée, c'est aussi tous les artistes. C'est ça qui est génial en fait avec Art from Future, c'est que tout a été organisé en fait dans le Discord de Art from Future et en fait on a tous collaboré. C'est-à-dire qu'en fait chaque artiste, chaque œuvre d'art en fait impliquait en fait donc le travail d'un artiste bien entendu puisque c'était l'artiste qui créait l'œuvre, mais aussi un curateur et aussi un influenceur. Et dans toute l'équipe des artistes, il y avait aussi des gens qui ont joué aussi le rôle d'influenceur et aussi de curateur pour une œuvre d'art. Moi, par exemple, j'ai choisi d'être curatrice en fait du travail de Megan Laurent pour Pixel en Earth, qui est un magnifique travail sur qui a été fait à partir de ces photographies d'Iran qui sont très très belles. Mais ce qui veut dire, c'est que du coup, et c'est ça qui est vraiment génial aussi avec ce projet, c'est que, et notamment avec comment est-ce qu'on peut changer les rôles en fait dans le milieu du Web3, c'est-à-dire que des artistes peuvent aussi être curateurs d'une exposition, ils peuvent aussi jouer le rôle d'influenceur en fait pour pouvoir communiquer sur le travail d'un artiste. Et, et c'est génial parce que ça renforce en fait le côté ça renforce la communauté entre artistes, ça renforce le caractère collaboratif. Et c'est pas juste en fait les curateurs qui travaillent pour les artistes ou les influenceurs qui travaillent pour quelqu'un. Moi, j'aime pas du tout en fait cette notion-là. Je préfère plutôt en fait le caractère, enfin de renforcer le caractère collaboratif d'un travail. Oui, ça a beaucoup de sens. En fait, c'est la première fois que j'entends ça. En fait, c'est très participatif. Finalement, en fait, chacun Exactement. Voilà. est impliqué en fait dans tout le cycle de vie. Et donc, il n'y a pas de silo, en gros. Non.
Il y a pas de silo et surtout, enfin, je veux dire, il y a personne, enfin, moi, c'est un peu mon idéal, mais c'est pour moi, c'est personne ne bosse pour personne. En fait, l'artiste est tout aussi bien dépendant, en fait, des gens qui veulent parler de son travail, mais aussi les gens qui veulent parler de son travail sont tout aussi dépendants du travail de l'artiste, en fait, en soi, qui lui aussi a quelque chose à proposer, en fait, dans le monde. Donc, voilà. Ok, nickel. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire de donc artiste je vais te poser des questions en fait sur toi en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu peux dire en fait sur le rôle de curatrice et d'influenceur? Déjà, est-ce que Alors c'est la première fois que tu étais confronté à ces rôles-là? Et si oui, qu'est-ce que tu as découvert? alors j'ai pas été influenceuse pour ce projet-là, mais j'aimerais beaucoup l'être justement parce que, bah, j'ai fait de la com, en fait, aussi avant, hein, parce que vu que j'étais graphiste aussi, j'ai aussi travaillé un petit peu dans la com et on va dire, le langage à adopter, en fait, dans les réseaux sociaux pour transmettre, en fait, traduire une idée de l'art. Mais après, être curatrice, ça m'a demandé aussi un gros travail de créatif parce qu'en fait, le curateur, il traduit pas juste en fait ce que l'artiste a voulu donner, il transmet aussi sa propre vision, que l'artiste n'a pas toujours, n'a pas forcément pensé. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise vision de l'œuvre d'art, au contraire, c'est un regard extrêmement enrichissant de l'œuvre d'art. Ça ouvre des portes comme c'est pas permis. Et par exemple, l'exposition, pas Meta Dreams, mais l'exposition de Méduse Hack, c'était la toute première fois qu'on écrivait vraiment d'aussi beaux textes en fait sur mes travaux. Et il y a des choses qui sont tout à fait vraies, mais que je n'ai pas forcément vues dans mon travail. Donc ça aussi, c'est bien en fait. Ça aussi, c'est ça aussi le rôle en fait d'un curateur. Ça veut dire qu'il ouvre en fait une porte en fait entre le public qui souhaite justement essayer d'avoir quelques clés sur un travail, mais aussi il donne des clés en fait à l'artiste. Donc c'est c'est un métier vraiment très important D'accord. et qui est Donc, tout aussi important à mon avis en fait dans le milieu des NFT parce qu'on parle beaucoup, je pense que tu as dû l'entendre souvent, on parle beaucoup des, du fait que l'artiste n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors c'est vrai, en même temps c'est pas vrai en fait, parce qu'il y a certaines œuvres d'art qui peuvent demander en fait à ce qu'il y ait une forme de, pas forcément de traduction, parce qu'on peut pas expliquer une œuvre d'art sur texte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, essayer d'accompagner le texte en fait d'une œuvre poétique pour pouvoir faire le lien entre un public qui a besoin de comprendre un peu mieux certaines œuvres d'art et une œuvre d'art qui peut sembler plutôt obscure, là, c'est très important. d'accord. Enfin, Oui, ça a du sens. Et du coup, le meilleur format justement pour toi, pour faire ça, donc que ce soit en fait fait par l'artiste lui-même ou par un tiers, hein, que ça peut être un curateur, quel est le meilleur format selon toi? C'est un format vidéo, format audio? C'est pour quel la, serait le pour la, meilleur format? pour la curation d'une œuvre d'art, tu veux dire? Non, non, non. En fait, là, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, que potentiellement, en fait, que on dit qu'un artiste n'a pas besoin d'intermédiaire, mais que des fois, en fait, il y a besoin d'intermédiaire pour. Enfin, ma compréhension, c'est de donner des clés de lecture, de compréhension en fait d'une œuvre. Donc, du coup, ma question, c'était quel était le meilleur format justement pour faire ça? Est-ce que c'est un format vidéo, format audio? Pour donner des clés, en fait, oui. Oui, Ouais. Bah, moi, je sais pas forcément. Je pense que tous les formats sont bons. À mon avis, le format texte est très pratique, à mon avis, parce que enfin, ça peut être mis enfin, partout sur les réseaux sociaux, les descriptions, etc. Le format vidéo peut être très intéressant, mais il demande aussi beaucoup de temps à réaliser, beaucoup de ressources. Et puis le format audio, c'est aussi une très bonne façon de pouvoir transmettre certaines clés. Je pense que je pense que le texte pour moi c'est le mieux, mais là c'est vraiment un choix subjectif là. d'accord, ok. Ok. Est-ce que tu as déjà vu des artistes qui soit le font eux-mêmes ou se font accompagner par des personnes pour faire tu sais, des Ask Me Anything, donc demande-moi tout ce que tu veux, sur une œuvre? En gros, justement, pour essayer pas de lever des objections, mais en tous les cas, pour élever le niveau de clarté entre ce que l'artiste a essayé de créer et la perception externe. Alors pour moi, j'ai jamais fait ça. Donc du coup, c'est vrai que je trouve ça très intéressant en fait de le faire et puis ça permet en fait un lien direct effectivement avec le public
et l'artiste. Ça peut se faire aussi avec un artiste et un curateur et le public en même temps. C'est pas, D'accord. c'est Ok. pas un Ask Me Anything, là, ce serait plutôt un Ask Us Anything. Ok. Mais, mais j'ai envie de dire, en fait, le travail de curateur, pour moi, c'est un travail tout aussi créatif que le travail d'artiste, des fois, en fait. Et on peut avoir souvent tendance à l'oublier. Donc, effectivement, du coup, pour le format que ça peut prendre, bah, ça peut prendre des tonnes de formats. Et je pense que le plus important pour moi, c'est pas de trouver le format qui va avec tout, c'est plutôt le format qui va avec le meilleur projet et qui va le mieux avec l'œuvre d'art à transmettre. La curation fait aussi partie du travail artistique de temps en temps, hein. C'est pas, les deux sont pas séparés. D'accord. Ok. Parfait. Parlons un peu tech, sans trop rentrer dans les détails. Les outils que tu utilises au quotidien. Donc, c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien? Pour réaliser mes vidéos, par exemple? Pour, oui, qui t'accompagnent Ouais. en fait dans ton travail Ouais. Ben d'artiste moi, et pour les NFT. alors moi, principalement, c'est Filmora. Au départ, j'étais sur le logiciel VSDC, mais c'était un peu trop limité pour moi. Du coup, je me suis mise à Filmora, qui est un logiciel de Wondershare, en fait, de logiciel de montage vidéo. Euh, Ça, pardon, il y a le logiciel de montage vidéo, il y a aussi toute la gamme de Affinity que j'utilise, qui pour moi est très intéressante, ne serait-ce que financièrement, mais aussi professionnellement, pour le travail de photo, le travail de design sur image et le travail en graphisme. Après, bon bah voilà, hein, pour le travail artistique physique, bon bah c'est plume et encre et sur papier, voilà. Mais après, donc, pour tout ce qui est création de NFT, donc aujourd'hui, la plupart de mes NFT, ça va surtout être de la vidéo, donc je vais très rester sur Filmora Wondershare. Mais après, c'est la deuxième partie du travail. La première partie du travail, c'est surtout de la recherche de vidéos. En fait, l'essence même de mon travail en fait en vidéo, c'est du travail à partir d'archives du domaine public. Et ce sont des archives qu'il faut trouver, qu'il faut chercher, qu'il faut consommer et beaucoup regarder en fait sur Internet. Donc principalement, je travaille beaucoup avec les archives de Prelinger. Il y a aussi les Excuse-moi, comment tu l'écris, Prelinger? Désolé. Prelinger, alors Prelinger. Et Prelinger, c'est un très grand collectionneur américain qui collectionne beaucoup de vieilles vidéos de films vintage, en fait. Alors, ça peut être des grands films, mais ça peut être aussi des publicités, des films éducatifs des années 50, etc. Et toute cette mémoire collective, en fait, c'est une grosse mémoire collective qui peut, même si elle est stockée dans des archives et sur les archives d'Internet et qui sont mises sous le domaine public, on peut avoir tendance à les oublier et ça devient, en fait, cette mémoire devient une matière plastique pour moi à travailler. Et du coup, enfin, je les travaille en fait et excuse-moi, je les réinterprète en fait un peu dans ma propre vision, dans la vision que je souhaite transmettre parce que c'est une mémoire collective, c'est une mémoire humaine très très puissante qui peut être très intéressante à réutiliser en fait dans un contexte artistique. D'accord. Donc, en fait, tu utilises toute la partie archive comme ta matière première, finalement. C'est ça, Donc, tu as exactement. une grosse phase même pas de sélection, en fait, c'est de collection. En fait, tu vas collecter un maximum en fait, d'archives pour ensuite les regarder et te donner comme en fait une base de travail. C'est ça, exactement. C'est ma base de travail. Parfait. Voilà. Donc ça c'est le premier le première partie de ton workflow, donc c'est de la recherche de vidéos sur archives publiques. Et ensuite il y a la deuxième où tu travailles avec les outils que tu disais, Filmora. C'est ça. Ok, très bien. C'est ça. Et en fait, si tu regardes par exemple mes vidéos, on va dire que le trait principal, c'est la surimpression. Je travaille beaucoup avec la surimpression parce que enfin, c'est un procédé qui existe depuis même l'invention de la photo. Et c'est vrai que c'est un procédé qui a été très utilisé dans le cinéma artistique, surréaliste, etc. Et que ça retranscrit énormément de choses, en fait, symboliquement, émotionnellement et esthétiquement.
Et j'aime beaucoup mélanger, en fait, justement, alors pas forcément faire une surimpression juste de 2 plans, mais parfois de 3. Ça peut donner, en fait, c'est-à-dire que l'utilisateur qui regarde la vidéo, il peut distinguer, en fait, certaines formes. Il peut voir justement que c'est une juxtaposition de plans, mais qu'en plus de la juxtaposition de plans, en fait, il voit une œuvre composite qui se relève, en fait, de tout ça, qui mélange tout ça. Et que du coup, ben, on voit 2 archives en même temps, mais en fait, on voit un truc, on voit un Il truc, se crée. c'est ça. En fait, il y a, c'est le processus c'est le cerveau, en fait, qui fonctionne comme ça. Ça veut dire que, on se rend compte plus tard, en fait, qu'on voit 2 plans, mais en fait, surtout, on voit une seule forme. C'est comme quand tu regardes, par exemple, des nuages quand tu es enfant, tu vois des formes, en fait, qui te semblent familières. Bah, c'est exactement pareil, en fait, dans le système de la vidéo. Ça veut dire que ton cerveau rationalise, en fait. Ton cerveau, il synthétise le truc, et le but de la vidéo, c'est de proposer justement cette espèce d'expérience visuelle avec des couleurs en plus, avec des formes en plus, et parfois faire une surimpression de plans qui n'ont rien à voir, en fait, parfois qui n'ont rien à voir entre les deux. Ben, par exemple, la toute dernière vidéo que j'avais fait, alors peut-être pas la toute dernière, mais on va dire plutôt celle que j'ai fait, que j'ai appelée Nature morte avec le développement d'un œuf. Ça venait de 2 archives très différentes. Donc il y en avait une, c'était une archive publicitaire sur la production de volailles dans les années 50 aux États-Unis. Et on pouvait voir, il y a un tout petit plan, en fait, où on voit un plan séquence, où on voit, en fait, le développement d'un œuf, d'un poussin, en fait, dans un œuf coupé. Euh, et une autre archive qui date des années 50, qui est un Ok. test de bombe atomique, je crois, en Russie, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne. Et du coup, j'ai juxtaposé, en fait, ces 2 plans, tout en rajoutant justement des couleurs assez évidente, en fait, parce que là, on était entre le processus de naissance avec l'œuf et le processus de destruction en même temps avec la bombe atomique. Et j'ai voulu, en fait, faire cette expérience visuelle et voir à peu près ce que ça donnait, en fait, dans la tête des gens lorsqu'ils la regardent. Et il me semble D'accord. que les résultats sont bons. Ok. Et du coup, le retour public, enfin, Le le retour retour public de ton était assez audience. fort parce que en fait, c'était un tu parles à l'inconscient, en fait, surtout des gens. Les gens, ils voient un œuf. Quand tu vois un œuf, tu t'associes inconsciemment, en fait, à pas mal de choses. Tu associes, alors, effectivement, tu as le plat du petit-déj le matin, mais tu as aussi toute la symbolique de la naissance, de la fécondité, de plein de choses. Et quand tu vois tout d'un coup cette espèce d'explosion, en fait, derrière, tu imagines la destruction, la guerre, l'horreur humaine, etc. Et en fait, c'est assez intéressant justement de voir en même temps cette contradiction dans un temps donné. Et il y a eu pas mal de retours assez intéressants en fait, notamment une qui m'a dit que c'était un très bon choix et un très bon timing de minter en fait cette vidéo sur Object en peu de temps après toute cette polémique autour de je vais y arriver, cette polémique aux États-Unis autour de l'avortement. Voilà. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises en termes d'outils? En termes d'outils, pour l'instant, j'en utilise pas d'autres. Justement, j'essaie de ne pas trop en fait multiplier en fait la quantité d'outils pour pouvoir rester en fait dans une même dans un même chemin en fait tout simplement et dans un même chemin esthétique pour l'instant. D'accord, pour avoir une sorte de cohérence. Après, sur la partie vraiment NFT, tu utilises quoi Alors comme je suis chose? alors je suis sur comme blockchain, tu as raison, tu veux dire? Ou Oui, en fait, vraiment oui. enfin tout ton, ta boîte à Ouais. outils en gros. Alors je suis sur alors pour la blockchain de Tezos, en fait, je suis sur Object, Versum et Theia. J'avais commencé Theia en fait au tout départ parce que c'était vraiment la plateforme que je connaissais à ce moment-là. Après, j'avais commencé à être sur Versum parce que je trouvais que Versum esthétiquement, je trouve qu'il met plutôt bien en valeur en fait, un peu mieux en valeur les œuvres d'art parce que la plateforme est un peu plus allégée, on va dire, au niveau du design. Après, donc j'ai continué pendant très, très longtemps, en fait, à rester, en fait, dans la blockchain de Tezos, mais le travail de vidéo me prenant énormément de temps, j'avais tendance à me dire, que ça pouvait valoir le coup de me mettre sur ETH. Donc du coup, je me suis mise, en fait, sur ETH il y a même pas une semaine.
et j'ai minté ma toute première vidéo sur OpenSea, qui est une vidéo de 30, je crois que c'est 20 secondes environ, qui est une juxtaposition de 2 plans sur un documentaire dans un hôpital, dans un mental hospital. Pardon, je parle anglais parce que les Non, pas termes de me reviennent souci. comme ça. Et un autre documentaire des années 1920 sur la poussée des plantes. Et ça s'appelait Ouverture spasmodique, en fait, qui est l'ouverture, en fait, décrite dans le documentaire des plantes, avec en même temps des plans, en fait, sur un patient d'un hôpital mental. Voilà. D'accord. Ok. Donc, Voilà. Tezos, Ethereum, Tezos et donc Ethereum pour l'instant. Alors, j'ai aussi prévu de voir pour Solana. Parce que on m'avait fait comprendre justement que Solana, ça avait l'air assez intéressant, donc à tester. Après, je ne me limite pas, en fait, dans ma tête, il n'y a pas d'obstacle, en fait. Je ne me limite pas du tout, en fait, à d'autres crypto-monnaies. Je fais les choses aussi petit à petit, en termes de temps, en termes de ce que j'ai en ressources et en temps. Donc ok, voilà. parfait. Et est-ce que tu utilises des outils no-code qui te permettent en fait de ne pas utiliser le contrat de la marketplace? Ah non, j'ai toujours uniquement utilisé le contrat de la marketplace en fait. Je suis pas forcément allée beaucoup plus loin en fait en termes techniques à ce niveau-là. D'accord. Mon conseil, c'est de la même façon que en fait Jessica en fait elle t'a démontré qu'en fait que les NFT dans son ensemble en fait c'est pas si complexe que ça. Aujourd'hui en fait il y a pas mal d'outils qui sortent, notamment sur la partie no code smart contract. Pour en citer en tous les cas, il y a Jean Dehors qui m'avait parlé de Manifold. Moi, je connais Mmh. SwordWeb. Je ne l'ai pas utilisé, mais en tous les cas, je connais le nom. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pas mal qui sortent. Et l'avantage, c'est que, donc on parle Web3, on parle décentralisation. C'est ça, ouais. Et au niveau de la blockchain, en fait, c'est plus ou moins de donner la naissance à ton nom en tant qu'artiste. Et donc, en fait, de ne pas être un dérivé d'un contrat d'un tiers. Donc, il y a cette première chose, en fait, la partie provenance. Et après, il y a aussi la partie contrôle, parce qu'en fait, le contrat, c'est toi c'est toi Bah, qui le définis, en fait. ça me rappelle le système de Surge, non, c'est ça? C'est ça dont tu me parlais, je crois. C'est quoi Surge? Surge, je vais pas réussir à l'expliquer maintenant parce que j'ai pas les mots qu'il faut. Mais C'est un outil? ouais, mais ça va me revenir. D'accord. Ça va me revenir. Ouais. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de. En fait, peut-être. Enfin, en tous les cas, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au NFT, donc février 2021, en gros, quand on parlait smart contract, il fallait tout de suite parler codeur, enfin, du type de la blockchain. Et aujourd'hui, en fait, il y a des outils qui arrivent pour l'équivalent, en fait, un peu Shopify pour NFT, quoi. C'est Je sais pas ça, si ça oui. te parle, Mmh. Shopify. Un Donc, peu, ouais. c'est un peu ça. Ok, très bien. Quelles sont les personnes, en tous les cas, est-ce que tu suis des personnes qui t'influencent sur la partie NFT? Est-ce que tu suis des personnes qui t'aident ou qui t'influencent? Hem Oui, il y a toujours énormément d'artistes qui m'influencent, en fait, stylistiquement. Alors c'est vrai que j'aime énormément le travail, notamment des travaux de recherche qui, moi, sont pas du tout mon sujet. Par exemple, l'autoportrait, étonnamment, le female gaze, alors pourtant je suis une femme artiste, mais le female gaze, en fait, c'est quelque chose que j'ai encore très peu développé jusque-là. Enfin, le female gaze, en fait, de mon côté, sur le corps féminin, par exemple, qui peut être très intéressant à travailler, en fait, notamment dans le milieu des NFT. Et c'est vrai que j'avais remarqué ça aussi en allant sur Twitter, c'est qu'il y a énormément d'artistes femmes photographes qui percent, en fait, beaucoup, notamment à travers ce sujet-là et aussi sur Tezos. Donc, on a, par exemple, il y a Ilarem Arditi. Si tu veux, je t'enverrai Ok, ouais, les je veux bien. Twitter. Barbara Bézina. Barbara Bézina, c'est une de mes icônes. Mégane Laurent, bien entendu, parce que Mégane Laurent, je pense que je t'en ai un peu parlé Oui. là aujourd'hui. Euh, alors, je vais pas me souvenir d'autres noms, mais il y en a énormément en fait d'artistes femmes en fait que je suis. Si tu veux, je te ferai une petite liste en fait à aller voir parce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir leurs travaux. Parce que c'est vrai que c'est un autre sujet dont on n'a pas forcément parlé, mais j'en avais beaucoup discuté avec Jessica et Annelise. Elle et moi aussi, en fait, on est très centrés en fait sur le sujet du Web 3 pour les femmes.
et comment est-ce que justement les femmes d'artistes, à travers leur expérience, en fait, vivent dans le milieu du Web 3, et comment est-ce que la structure, comment est-ce que les vieilles structures un peu patriarcales reviennent ou ne reviennent pas, heureusement. Euh, comment ça se fait, par exemple, il y a un peu plus de 6 mois, comment ça se fait en fait qu'on comptait un pourcentage très faible en fait de femmes dans les NFT. Est-ce qu'il y a une invisibilisation? Est-ce que voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement, il n'y a pas forcément, c'est très très difficile de répondre à tout ça, bien entendu maintenant. Mais c'est pour évoquer en fait les sujets dans lesquels aussi je me positionne de mon côté et dans lesquels les autres artistes qui m'influencent beaucoup sont positionnés. Ok. Le film à gaze, c'est quoi? Female gaze. En fait, ça reprend le même, ça reprend la définition du male gaze. Alors, la définition du male gaze, en fait, ça s'est développé dans le milieu du cinéma, mais en fait, ça concerne tout l'art entier. Le male gaze, comment dire, c'est un angle de réflexion, puis c'est aussi un angle de vue. Gaze, ça veut dire le regard du coup masculin, qui fait que, alors, des théoriciens du male gaze et du female gaze l'expliqueront bien mieux que moi. Euh, mais ce qu'on appelle le male gaze, en fait, le regard masculin, c'est c'est ce qui transforme en fait le corps féminin, les sujets féminins en fait en objets en fait souvent de désir. Par exemple, quand on étudie le male gaze au cinéma, c'est par exemple quel statut ou quelles apparences ou en fait comment est-ce qu'on filme un personnage féminin dans un film, bah, par exemple de Tarantino en fait, bien entendu, ou d'autres films à ce niveau-là. Donc c'est une recherche en fait sur ben, tout le regard en fait, toute la considération sexiste en fait de la femme en tant que sujet et en tant que modèle dans le milieu de l'art, mais aussi parfois ben, dans le milieu des NFT. Par exemple, je vais te parler d'une expérience que Megan m'avait racontée. Elle est femme photographe, elle a beaucoup travaillé sur l'autoportrait et elle travaille beaucoup sur son propre corps, etc. Donc son corps, c'est un peu sa matière plastique en soi, mais c'est elle la créatrice. Voilà, c'est elle l'artiste. Eh bien, en fait, la plupart, enfin énormément de photographes hommes lui ont demandé si elle était modèle, en fait, si elle était modèle de ces photos-là et qui était l'artiste. Donc, c'est un sujet, en fait, qui est très intéressant, mais qui est aussi tout aussi intéressant dans le milieu des NFT et qui qui est très récurrent, je pense, dans le, enfin, je parle du sujet, hein, je parle pas forcément du male gaze en soi, mais et de tous les sorts en fait du female gaze dans le milieu du Web 3 qui est très intéressant. Je t'invite à regarder, qui est très intéressant dans le milieu, surtout je crois sur la blockchain de Tezos, mais à vérifier. Ok. Par contre, là, j'ai juste pas compris en fait quel est ce que tu as essayé d'indiquer en fait sur l'exemple avec Mégane Laurent quand des personnes lui ont demandé. Bah parce qu'en fait, Mégane Laurent, il y a des photos de nu, il y a aussi des photos d'autoportrait, tout simplement. On va dire que au cours de ces rencontres, beaucoup de gens ne l'ont pas considéré comme artiste, mais plutôt comme modèle, avant d'être artiste. Ça veut dire qu'en fait, la personne devient justement l'objet photographié au lieu d'être au lieu d'être le créateur avant tout, d'être l'artiste avant. Je sais pas si tu vois la différence que ça Oui, peut ok. impliquer. Ouais, ouais, je vois. Mais ça, tu penses que c'est un pro. Ok. Ah oui, Après, on c'est va un peut-être problème. pas parce que on va. Enfin, il resterait peu de temps, mais en gros, le. euh, En gros, est-ce que cet amalgame, en gros, il rentre dans quelque chose de plus grand ou en gros, ça peut être Ah un oui, il amalgame rentre dans toute l'histoire de basique, l'art, quoi. en fait, cet amalgame. En fait, c'est un amalgame qui concerne toute l'histoire de l'art et qui va du coup forcément concerner aussi les NFT. Enfin, que ce soit dans le milieu des NFT ou dans le milieu de l'art traditionnel, de toute façon, c'est très très récurrent comme domaine. Mais c'est un large débat. Là, j'en parlais juste comme exemple parce Mhm. que tu me parlais en fait de mes influences, etc. Donc, ce sujet-là fait partie de mes influences. Mais c'est un très très long débat. Ok, pas de souci. Bah, j'ai noté et puis je vais regarder. Donc, il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder et que je t'ai pas donné l'occasion?
Ben, je souhaitais juste dire déjà que, enfin, au niveau de, par exemple, de mes projets de vidéos, ça va être de plus en plus en fait de séries de vidéos en fait centrées autour de l'existence en fait humaine et tout. Et je vais commencer à travailler beaucoup de. Oh, j'arrive plus à parler là. Excuse-moi. Euh, je vais commencer à travailler en fait pas mal de collaborations, notamment avec des artistes musiciens pour travailler sur une expérience visuelle et audiovisuelle en fait. Et on va pouvoir potentiellement réaliser des événements en live, des événements, on va dire, physiques, avec une projection, peut-être avec une projection de la vidéo sur de la matière, soit sur un écran, soit sur de la matière mouvante. Et j'espère un jour pouvoir réaliser des vidéos à projeter sur des corps de performeurs. Voilà. Ça reprend un peu la même idée de Medus Hack, qui a été très nouveau en fait dans le milieu des NFT, c'est-à-dire la projection de NFT dans un autre contexte. Voilà. Ok, parfait. Tu connais déjà les artistes, enfin les musiciens avec lesquels tu veux faire des collabs? Oui, j'en ai rencontré quelques-uns là récemment. Ok, parfait. Des ingénieurs Parfait. de Et donc son ça aussi. va arriver, enfin c'est quoi, on parle de quoi, Ça pourrait arriver prochain en tout cas trimestre? cette année. En tout cas cette année, je l'espère. Ok, Ça ok, peut être aussi bien dans la création d'une série de vidéos avec musique et vidéo, mais aussi dans une série d'événements et pourquoi pas de ciné-concerts. ok, parfait. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais Non. voulu évoquer? Non? Ok, parfait. Donc du coup là, c'est passe décisive. Donc moi, ce que j'appelle passe décisive, c'est en gros, je demande à mon invité du jour qui il aimerait voir comme prochain invité dans Robert Spotlight et quelles questions il aimerait que je lui pose. Donc aujourd'hui, je te demande à qui tu aimerais faire la passe D. Écoute, ben moi, ce serait si tu ne lui as pas encore demandé, ce serait Annelise Stern de Art Girls Gallery. Elle est prévue la semaine prochaine. Elle est prévue. Bon, bah alors Ouais. dans ce Bah, cas-là, ouais. ah bah alors, j'en ai pas d'autres. Je peux pas en dire d'autres. Non, non, si, bien sûr, tu peux, bien sûr. Bah, dans ce cas-là, ça peut être très intéressant de parler du parcours de Megan Laurent. Vraiment, Ok, je te conseille parce elle a un parcours qui est un peu différent du mien et qui est vraiment très enrichissant à écouter, vraiment. ok. Et du coup, quelle question t'aimerais que je lui pose? Je pense que elle est plus, elle saurait mieux parler que moi de ce qu'on parle, pardon, du sujet, par exemple, du female gaze, notamment dans le milieu du Web 3, de la différence qu'on peut avoir, en fait, entre, dans l'art féminin, en fait, pardon, du regard féminin, en fait, dans le milieu du Web 3 par rapport à l'art, au milieu de l'art un peu plus traditionnel, puis surtout la photographie en elle-même. Comment est-ce que la photographie s'impose dans le milieu des NFT? Parce que c'est vrai que dans le milieu des NFT, ce qui, ce qui semble marcher, ça ne veut pas forcément dire que ça marche mieux, mais ce qui semble être beaucoup plus en vogue, c'est les PFP, les projets, l'esthétique ou une esthétique très colorée, une esthétique très vibrante, etc. Mais est-ce que les photographies d'un style un peu plus classique peuvent marcher aussi dans le milieu des NFT? Ça, c'est une vraie question que beaucoup d'artistes photographes se sont posées. Ok, très bien. Voilà. Ben, je vais voir pour la contacter et pour évoquer tous ces sujets. Et j'ai une dernière question, donc ça c'est rituel dans le show. Marine, pour toi, c'est quoi un NFT? Oula. Pour moi, un NFT, pour moi, un NFT, tu parles en termes de technique ou Non, toi, en fait, esthétique, l'idée, poétique, c'est. Non, non, quoi? non, c'est en gros, pour toi, c'est quoi un NFT? Tout simplement, il n'y a vraiment pas il y a pas de piège, c'est vraiment juste Non, avoir non, ta non. perception. Pour moi, un NFT, c'est un. Je pense que le terme de token est le plus adapté, en fait, honnêtement. Alors, ça reprend, oui, parce que non-fungible token, mais l'idée de token, enfin, ça peut être, c'est un peu comme une carte, un peu comme une carte à jouer. Ça peut être une œuvre d'art, mais ça peut être aussi une œuvre, comment dire, une œuvre religieuse. Ça peut être une statue religieuse. Ça peut être un truc, un élément que les gens aiment pouvoir s'approprier et et peuvent le garder avec eux toute leur vie, enfin tant que la blockchain dure, bien entendu. Voilà. D'accord. Ben, merci en tous les cas
Bah, pour ton merci à temps, toi. pour ta gentillesse, pour toutes les choses que tu as expliquées, qui étaient très claires. Hein. Tu as D'accord, ouais, juste pas j'ai demandé des est-ce que doutes, hein, c'était des clair, mais fois. c'était très très clair. Donc encore merci pour ta présence et puis je vais mettre un fin à l'épisode et à Super. bientôt. Bah, merci à toi, à bientôt. Allez, à bientôt Marie. Salut, à Au plus. revoir.